Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la journée du 27 mai 2026. Donc là on est sur EuroUSD, aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'indicateurs, peut-être même pas du tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données en Europe, mais quelques-unes aux États-Unis, on va pas forcément se pencher beaucoup dessus aujourd'hui, parce que c'est pas forcément le sujet principal, aujourd'hui c'est le détroit d'Ormuz. On a quelque chose d'assez inquiétant, en fait c'est un peu déséquilibré dans le sens où l'Iran semble assez porté sur une voie d'accord, tandis que les États-Unis sont assez, je dirais, repoussants, ce qui apporte un biais négatif à l'euro-USD. D'autre part, on a les taux obligataires qui repartent à la baisse pour le dollar américain, enfin des taux 2 ans, ce qui devrait tirer un peu le dollar à la baisse si on n'avait pas de côté, ce côté risk-off sur le dollar. D'autre part, concernant l'euro, on n'a pas forcément de bonnes données en ce moment, ce qui devrait limiter en fait la BCE à hausser ses taux à long terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, on était sur des prédictions de 3 hausses de taux, mais en fait, avec cette guerre, on remarque des ralentissements, alors on avait déjà un peu avant. Alors s'ils viennent hausser les taux avec un ralentissement économique, on risque d'en avoir un encore plus prononcé, ce qui fait qu'on ne devrait pas forcément les baisser à long terme, c'est-à-dire que du coup, à court terme, on peut hausser les taux pour justement limiter l'inflation, un peu plus la contrôler, comme ça derrière, avoir un peu le libre arbitre vis-à-vis d'une économie un peu plus florissante. Enfin, je veux dire, par rapport à l'inflation et l'impact que ça peut avoir. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur Euro-USD aujourd'hui. C'est assez compliqué, je trouve, on peut pas anticiper. En fait, on peut clairement aller chercher plus bas comme plus haut à court terme, même si le risque à la baisse est plus important qu'à la hausse. Eurocad, j'ai pas grand chose à dire. Je vous avais dit qu'on aurait pu envisager une vente au 1,6. C'est pas ce que j'ai fait. Je m'attendais à une réaction un peu plus prononcée au niveau de la VWAP. Du coup, je me suis pas initié sur cette vente. Pourquoi pas aller chercher plus haut encore. Alors, ça va surtout dépendre en termes de corrélation à l'euro-USD, voir où est-ce que se trouvent les niveaux, et après envisager des positions. Au JPY, rien à dire, on passe au-dessus de la VWAP. Donc là, je pense que la porte est ouverte pour aller chercher les 187. Au GBP, je suis un peu déçu, j'aurais pu me positionner dessus, on était très bien parti pour aller chercher les 0,86,8. Disons qu'on a une forte volatilité, moi j'entendais à quelque chose de plus structuré, donc je ne m'étais pas positionné. Du coup, dans ce contexte-là, on est proche d'un système support-résistance qui devrait sans doute ramener un peu la paire plus bas, étant donné qu'on n'a pas forcément de fortes... En fait, on n'a pas vraiment de données, c'est surtout lié, je trouve, à pas mal de corrélations qui font que la paire a pas mal bougé en ce moment. Euro-Aude, alors du coup, Euro-Aude, là on peut avoir une belle position, je trouve, un rebond 1,60, enfin non, les 1,62, oui. Mais je ne me suis pas initié dessus, encore une fois, il y a le côté risk-off et le côté RBA au quiche. Après, l'argument supplémentaire, ça restait quand même, non, c'est pas là, la faible inflation en Australie, qui déjà était envisageable, d'une part le ralentissement économique initial, accentué par la guerre. Aujourd'hui, on a les taux obligataires qui ont grandement chuté. Cette nuit, on repasse en dessous des 4,6%. En fait, cette cassure, elle peut vraiment ouvrir une fourchette pour aller chercher la zone des 4,2, 4,4, 4,2 pour vraiment être large, cette zone-là. Ce qui devrait sans doute lester un peu l'aude, un peu dans les anticipations de taux. Alors, même si on a des données d'inflation, ça va être aussi intéressant de regarder l'économie dans sa globalité, parce que faut aussi regarder les valeurs, on va dire, sous-jacentes de cet indicateur-là. Du coup, dans ce contexte, on a quelque chose d'assez baissier sur l'aude, même si on a un côté, encore une fois, haussier pour la RBA. Il y a un côté risk-on et risk-off qui change assez drastiquement, qui se reflète pas forcément sur le VIX, mais qui offre une bonne volatilité sur l'aude. Du coup, on va passer sur OCHF. Du coup, je vous avais un peu parlé de ce niveau de support-là, qui allait pouvoir sans doute tenir. Donc, vis-à-vis de la volatilité et de la réaction du CHF, on a quand même pas mal de spéculation, je trouve. Il y a quand même quelques raisons. Donc, je préférais sortir
ici, au retour en cassure de support. Alors, on aura pu garder cet objectif de base, donc sous ce support-là, pour aller chercher les 0,95. Dans ce scénario, on est haussier du coup, et encore une fois, là ce qui sera assez intéressant d'observer, c'est voir si on a quand même quelque chose. Si on n'a pas d'accord, c'est aller chercher les 0,90. Puis si on en a un, on aura sans doute une intervention liée un peu à tout ça, ou si on en a un maintenant, c'est une cassure claire de cette micro-ligne de tendance pour aller chercher plus haut derrière. Ça pourrait aussi s'initier de cette manière-là. Voilà, sans doute quelque chose qui ressemble à ça, et ensuite suivre un peu ce pattern, et partir plus haut. À ce prix-là, je rentrerai pas dedans, ça dépend si on a vraiment quelque chose de potable, si on a un retour là, j'achèterai direct. Ici, ça dépend du prix du pétrole et des négociations au détroit d'Ormuz. Du coup, GBP-USD, je me suis positionné dessus. C'est-à-dire que du coup, en termes de taux obligataire, on a un spread qui a drastiquement changé. Structurellement, je trouvais ça plutôt envisageable, d'autant plus que le GBP a son risque à la baisse. D'une part, la volatilité qu'on peut remarquer sur les indices, mais je trouve que là, actuellement, c'est le risque de survalorisation à ces prix-là, qui devrait apporter pas mal de liquidité, en fait, au GBP. C'est pourquoi j'ai envisagé cette vente. Là, le retour, c'est vraiment juste au plus bas des 1,33, ça reste un support majeur. Donc voilà, de ma méthode et tout simplement de ma méthode, c'est pour ça que je rentre dessus actuellement. GBP4, du coup, je me positionne pas dessus. Ce que j'aime pas trop, alors, il y a plusieurs raisons de vendre. Et pour acheter, je trouve ça un peu plus compliqué. J'aurais pu vendre, mais je trouve que je suis déjà assez exposé sur GBP-USD. Je trouve que structurellement, mon opportunité est plus envisageable sur le GBP-USD plutôt que sur GBP-CAD, tout simplement. Ensuite, GBP-GPY, alors du coup, on a, encore une fois, c'est un peu la même configuration que EUR-JPY. GBP-AUD, du coup, j'ai pas de position. EUSD-JPY, donc là, c'est toujours des anticipations de retour vers les 160. USD-CAD, on se rapproche grandement du niveau de résistance que j'avais mentionné dans mes précédentes vidéos pour envisager des ventes à l'avenir. USD-CHF, j'ai rien à dire pour l'instant. C'est un peu pour les mêmes raisons que l'euro-CHF, du coup. AUD-USD, AUD-CAD, j'en ai déjà parlé. Côté indice, je trouve qu'on a quand même un risque lié majoritairement au détroit d'Ormuz. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est surtout les taux obligataires. Actuellement, on n'a pas forcément de surchauffe économique. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a beaucoup d'espérance en termes de production liée à l'IA, qui peut inquiéter à l'avenir. Il y a pas mal de données liées à la cadence, qui n'est pas forcément énorme. On a l'IA qui produit, mais qui n'est pas encore très bien utilisée pour justement optimiser comme il voudrait qu'on l'utilise, tout simplement. Je me répète peut-être un peu dans mes mots, mais c'est un peu le cas. L'IA, c'est un peu le sujet du moment. Je vous invite à regarder mon post Substack. Je n'ai pas forcément fait lié à ça, mais je peux apporter pas mal de détails sur les paires et un peu l'impact de tout ça. DXY, du coup, on est proche de notre zone. J'ai pas mis de titre. Ah si, voilà. La fourchette de courte escalade ou manque d'accord. Ce que j'avais mentionné dans mon post Substack, c'était cette fourchette de prix. Et donc là, on est un peu sur un point de pivot qui, en fait, tient un peu en laisse le dollar entre un risque de réescalade ou un manque d'accord et un accord qui ramènerait la fourchette proche des 98-97. Côté Nikkei, j'ai pas grand chose à dire non plus. C'est sans doute lui aussi qui est le plus lié à l'IA en ce moment d'ailleurs. Côté Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire. L'or c'est pareil. Le cuivre c'est pareil. Le Brent c'est assez intéressant. Je suis un peu surpris de sa volatilité actuellement. Disons qu'en termes de spéculation, on a quelque chose d'assez significatif. Et je trouve que c'est très faussé. Alors oui, en termes de futures offres, on
a les fondamentaux pour aller chercher plus bas, ça c'est une certitude, mais on n'a pas comment dire, d'événements qui prouvent que ça sera faisable à court terme. Donc en fait, si là on arrive sur ces prix-là, c'est les prix qu'on va avoir dans un an en réel. Tandis que là, c'est vraiment beaucoup de spéculation. On ne devrait pas avoir un prix du baril à ce niveau. On devrait aller chercher cette fourchette-là, pour moi, elle me semble encore tenable, sans spéculation. Avec spéculation, le retour c'est 88, ce qui est assez élevé d'ailleurs. Voilà pour cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus, étant donné qu'on n'a pas de grosses données aujourd'hui.